Bonjour et bienvenue aux rencontres du Festival Un Point Trait, l'émission de la librairie de Lodève en partenariat avec Radio Lodève. Vous êtes criminologue et commandant de police. Vous êtes entré à 27 ans dans la police et aujourd'hui vous commandez des unités de terrain dans l'agglomération bordelaise. Et dans le cadre de missions interministérielles, vous partagez votre goût pour l'écriture avec les lycéens. Vous intervenez aussi comme conseiller auprès d'auteurs ou autrices de polar. Laurent Philippari, bonjour. Bonjour. Vous avez publié votre premier roman, Ne regarde pas l'ombre, en 2016, après 15 ans à la BAC, et après l'avoir réussi, d'après ce que j'ai compris. Après Lectio Letalis, aux éditions Belfond, et Ray Killer chez Plomb, est paru cette année aux éditions Actes Sud, Légitime démence. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à ne pas lire la 4e de couverture de Légitime démence, qui, à mon sens, gâche un petit peu la surprise de la fin de la 4e page, mais qui est loin de révéler l'ensemble des rebondissements de l'enquête, où le commissaire Nicolas Novak de l'IGPN, Inspection générale de la police nationale, se retrouve à enquêter sur plusieurs meurtres dans lesquels est mêlé un groupe, les Servants de Gaïa. Dès les premières lignes de votre roman, vous décrivez un constat sombre du métier de policier dont l'exercice est rempli d'injonctions contradictoires, sujet qu'on a abordé avec Tatiana Arfel tout à l'heure, et vous brossez pêle-mêle l'incurie des gouvernants, la démission du pouvoir judiciaire et le désamour de la population envers la police. Ce constat tellement sombre fait par la commissaire Catherine Novak nous donne presque envie de lui couper la tête. En parallèle des enquêtes de vos romans, nous découvrons une réalité du fonctionnement des commissariats. Jusqu'où cette réalité est-elle racontable ? J'ai envie de dire jusque j'écris dans le livre, évidemment. Mais c'est un constat que font un peu tout le monde par rapport à l'impuissance, que ce soit par rapport au narcotrafic, que ce soit par rapport à la violence qui grandit un peu comme une maladie contagieuse, que ce soit dans les rues, dans les écoles, dans les transports en commun. On a quand même un peu l'impression même si on lutte tous les jours, hein, attention, moi je jette pas la pierre à mes collègues, surtout pas, mais enfin on a un peu l'impression de perdre. Bon, généralement, ce n'est pas vos collègues qui jettent la pierre. En quoi cette ambiance explosive est-elle favorable à la création de personnages d'enquêteurs comme Nicolas Novak ou le capitaine Thierry Barre ? Alors, c'est pas du tout les deux mêmes personnages. Thierry Barre, il est beaucoup plus mystérieux. C'est quelqu'un qui a traversé les réformes, y compris celles qui nous désarment, y compris celles qui sont critiquées en termes d'efficacité. Et lui, il est à la veille de la retraite. Et néanmoins, la veille de la retraite, ce policier décide quand même de partir faire ce qu'on appelle une levée de doute, autrement dit une vérification dans une savonnerie polluante qui serait la cible d'un groupe écoterroriste. Donc lui, c'est quelqu'un, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'il est proche de la quille, il y va quand même. Donc on le comprendra après dans le livre. Quant à Nicolas Novak, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle une épée de l'IGPN, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé d'enquêter sur des policiers qui eux-mêmes sont chargés d'enquêter sur d'autres. Donc des gens qui savent vraiment très très bien mener leur barque. Et lui, le fait est que un proche de sa famille, en l'occurrence sa sœur, va être victime de ce policier. Donc il va avoir plus à cœur que les autres de le retrouver et de rendre justice. Ce qui en soi est un peu une entorse, parce qu'il y a un peu un conflit d'intérêts, mais justement c'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire on cherche n'importe quelle tension, n'importe quelle énergie pour l'efficacité, et là on joue le lien familial. Voilà. Alors dans ce roman, l'enquête tourne autour d'activistes écologistes violents, les Servants de Gaïa, qui luttent pour défendre leur cause. Alors qui sont-ils ? Alors, les Servants de Gaïa, c'est à ce stade une fiction. Je me suis fait aider par un spécialiste. C'est une importation des écoterroristes tels qu'ils existent outre-Manche et outre-Atlantique, c'est-à-dire des gens qui ont choisi, pour faire avancer les causes écologistes, animalistes, altermondialistes, de substituer aux cibles matérielles des cibles humaines pour que le message marche mieux. Donc les Servants de Gaïa, c'est cette importation que j'ai imaginée en France de manière très très réaliste, et ils ont aussi une dimension un petit peu ésotérique puisqu'ils prétendent communiquer avec la Terre et entendre son agonie. Alors les Servants de Gaïa dans Légitime démence, les Siphoniens dans Lectio Letalis, que représentent ces groupes sectaires ? Ils représentent surtout des gens qui aiment manœuvrer la liberté de penser, la volonté de chacun, et c'est en cela qu'ils me plaisent. Alors dans les Siphoniens, c'est un groupe qui est dans un autre livre qui s'appelle le Lectio Letalis. C'est l'histoire d'un livre qui tue. Les Siphoniens sont des passionnés de
de la communication. Voilà. Et là, les servants de Gaïa sont plus des gens qui veulent sauver la planète. C'est pas vraiment les mêmes. Alors, vous dites à travers les propos de la commissaire Catherine Novak, faire la différence entre les activistes défendant la sauvegarde de la planète, même de façon violente, et assimiler ces insurgés à des barbares se livrant à des tueries de masse. En quoi cette différence est-elle d'autant plus importante aujourd'hui dans notre société ? Alors là, c'est vraiment la thématique du livre, parce que si je devais faire un thriller seulement sur les écoterroristes, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. C'est plus, eu égard au titre, c'est plus un livre sur la violence légitime. C'est qu'est-ce qui fait qu'en partant des meilleurs sentiments, je crois qu'on est tous d'accord pour protéger notre planète. Personne ne veut faire du mal aux animaux, à moins d'être complètement pervers. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un peu plus d'égalité sur la Terre. Et qu'est-ce qui fait que partant de ces aspirations les meilleures, on en arrive à des actes complètement fous, voire à vouloir ôter la vie des autres pour faire passer un message. Ce sont tous ces cheminements-là, ce sont tous ces rouages-là qui s'appliquent à l'écoterrorisme, mais qui pourraient s'appliquer à n'importe quoi. On peut, dans ce livre, vous apprenez à faire des fanatiques pour n'importe quelle cause. Et avec un jeu de miroir... En gros, vous avez Thierry Barre, un policier qui, la veille de sa retraite, décide de partir traquer ces écoterroristes. Donc, en gros, vous avez un flic qui devient justicier pour chasser des justiciers de l'environnement. Vous comprenez qu'il y a un jeu de miroir intéressant avec pourquoi on en arrive là ? Certainement parce que les gouvernants ne font pas ce qu'il faut, les réseaux sociaux, tout le cheminement psychologique. C'est ça que vous avez dans ce livre-là. Alors Nicolas Novak et Daniel Lavaux sont les enquêteurs qui poursuivent les servants de Gaïa. Alors sans révéler les raisons de leur présence, mais qui sont-ils ? Alors j'ai joué le traditionnel binôme que vous avez dans les investigations. Daniel Lavaux, c'est un personnage un peu particulier. Pour faire ce livre, j'avais besoin d'un expert. Moi, je suis consulté pour le cinéma, pour les séries, pour des livres en tant que policier, pour leur dire comment ça fonctionne au niveau procédural, au niveau ambiance, au niveau pratique. Et moi, quand il y a des domaines que je ne connais pas, je fais appel à des experts. Comme je dis, on mène d'abord un voyage avant de le proposer au lecteur. Et donc, j'ai contacté Éric Dénessé, qui était un intervenant qui passait régulièrement sur BFM, qui était la référence en matière d'écoterrorisme et de géopolitique, qui était aussi le directeur du centre de recherche sur le renseignement et qui est décédé dans des conditions que je n'évoquerai pas vu qu'il y a une enquête en cours au mois de juin dernier. Et j'ai vraiment, avec lui, j'ai appris énormément sur l'écoterrorisme, à décrypter des choses que vous connaissez tous, que ce soit Greenpeace, que ce soit L214, que ce soit ALF, mais aussi d'autres que vous connaissez moins, comme les individus tendant au sauvage, etc., qui sont de l'autre côté. Et je voulais absolument l'incarner, lui, dans un personnage. Et lui a déjà écrit des romans dans lesquels il prenait pour pseudo Daniel Lavaux. Donc je l'ai transformé en femme parce que ça m'amusait beaucoup. Mais voilà, c'est un hommage à Éric Dénessé, hommage d'autant plus vibrant qu'aujourd'hui il n'est plus là. Vous dites, un des personnages dit « Major, ce que vous me suggérez là est illégal ». C'est un major qui s'adresse à Nicolas Novak, donc policier de l'IGPN. Qu'est-ce qui permet le maintien de l'intégralité dans une profession qui ne fait que côtoyer le pire ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est la hiérarchie, c'est le cap, c'est le fait de pouvoir se regarder dans un miroir et surtout... En gros, si vous appliquez le code de procédure pénale à la lettre, même si on le fait au mieux, ça marche pas des fois, ça grince. Enfin, c'est comment vous dire, dans la réalité, les gens ne tendent pas leur poignet pour dire arrêtez-moi, ça ne se passe pas comme ça. Ils se débattent, ça ne marche pas. Il faut beaucoup de ruses pour pouvoir les attraper parce que c'est un jeu de chat et la souris. Et comment vous dire, autant plus la police est bonne, plus la délinquance s'adapte et devient bonne, et plus la police doit devenir meilleure. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Alors nous, c'est beaucoup avec la technologie, l'ADN, l'étude des réseaux, la sonorisation, tout ça. Et eux, c'est avec d'autres moyens. Donc, si vous voulez, la limite du légal pour avancer, on flirte tout le temps avec. L'idée, c'est pourquoi on le fait. Quand on le fait pour l'efficacité, quand on ne le fait pas pour des choses personnelles, quand on le fait sans gravité pour les autres, elle est tolérable. Alors, Nicolas Novak, en tant que commissaire de l'IGPN, représente l'intégrité, qui garantit le bien face au mal, mais placé dans une position ambiguë par sa hiérarchie, jusqu'où sortir du cadre légal pour faire avancer l'enquête est-elle ou est-il réellement possible ? Eh bien, c'est ce que je viens de dire, même si lui, vu que vous l'aurez compris, on l'a mis là pour que le ressort soit sa détresse, que le ressort de cette enquête.
Eh bien, lui, il va la pousser un petit peu plus loin, cette limite, pour pouvoir interpeller l'assassin de sa sœur. Voilà. Mais lui va la pousser plus loin. L'affect va rentrer en ligne de compte. En même temps, ça, c'est dans tous mes bouquins. J'aime bien pousser des gens de l'intégrité parfaite à les faire basculer dans ces policiers qui sont incontrôlables ou qui des fois vont trop loin. Même après, ils se le disent. Ce sont des êtres humains qui gèrent de l'humain. On ne produit rien. On ne fabrique pas de bouteilles. On ne fabrique pas de livres. On ne gère que de l'humain. Donc, les ressorts managériaux sont aussi humains. Voilà. Alors, dans vos romans, vous plongez le lecteur dans un environnement délabré de la police qui fait ressurgir de façon très marquée les caractères de vos personnages. L'environnement que vous décrivez fait écho à leur caractère, délimitant l'intègre du corrompu et faisant de la bascule entre le bien et le mal une ligne finalement franchissable dans vos romans. J'espère pas forcément dans la réalité. Vos romans sont-ils aussi un moyen d'interroger la différence entre le juste et le bien, l'idéal et le réel ? Peut-il y avoir une ambiguïté entre les deux ? Non, je n'interroge justement pas. Et ça va vous surprendre, mais autant à partir du moment où dans un livre j'écris « Ceci est une fiction », je peux aller très très loin, autant dans la réalité, dans mon métier, je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement intègre, réputé pour ça, et qui impose à mes personnels ça. Bien au contraire, ce livre est une façon de montrer... En fait, on peut être content de notre police, même s'il y en a des fois qui commettent des erreurs et qui sont sanctionnés pour ça. Franchement, ça pourrait basculer beaucoup plus. Moi, il y a une question que je me pose tous les jours. Comment j'en ai pas un qui pète un câble et qui se met à faire justice lui-même ? Comment font-ils ? Cette question, je me la pose tous les jours. Et on a affaire à des gens qui vident l'océan à la petite cuillère, en même temps qu'on la remplit avec des seaux de l'autre côté, et qui, malgré tout, restent intègres, parce que leur intégrité fait partie de l'équilibre. Et au contraire, ce livre est une façon de démontrer qu'on a beaucoup de chance, même s'il y en a qui commettent des erreurs et qui soient sanctionnés, c'est très bien. Moi, je suis le premier à sanctionner ceux qui font des erreurs. Est-ce que écrire les romans avec des personnages qui vont franchir les limites, qui vont tomber dans ça permet d'être un exutoire ou c'est une façon d'accrocher le lecteur ? Alors, il y a les deux. C'est vrai que pour moi, là, ça a été, je le reconnais, une façon d'évacuer certainement des pulsions dont il faut se débarrasser avec des délinquants. L'autre aspect, c'est que vous l'aurez compris, on est dans une affaire de justicier contre terroriste. Donc autant vous allez apprendre énormément de choses sur le terrorisme, on y reviendra peut-être après. L'un des outils du terrorisme, c'est ce qu'on appelle la mort spectacle. Il faut un nombre de morts élevé, il faut que ça se voie, il faut que ça fasse du bruit. Voilà, c'est ça pour faire passer un message. Donc le justicier, le flic justicier pour s'en prendre à ces terroristes, ne va faire que de la mort spectacle. Et là, je me suis amusé. Il n'y a pas un mort dans ce livre qui soit banal. Et on balance les mecs des hélicoptères, et on les dissout à l'acide, et on les fait exploser à distance. Vous allez voir, là, je me suis beaucoup amusé, honnêtement. Et là, je tiens à saluer l'autre personne qui m'a aidé à faire ce livre. Parce que mes éco-terroristes, c'est une récurrence chez moi. J'adore faire prolonger le criminel par un animal. Dans le Lectio Letalis, on utilise des rapaces. Donc je suis allé voir un fauconnier au Puy du Fou. Je lui ai dit bonjour, je vais apprendre quel oiseau pourrait tuer l'homme et comment on pourrait dresser un oiseau à tuer l'homme. Il m'a expliqué, et d'ailleurs c'est dans le livre. Et là, j'ai eu besoin d'un herpétologue pour glisser des serpents dans les lits pour tuer des gens. Et je suis allé voir Thierry Chaudière, qui est l'herpétologue de l'aquarium du Bug. Et voilà. Et qui m'a expliqué comment faire ça. Donc on tue avec des serpents dans ce livre, voilà, ce qui donne des scènes extrêmement fortes. Et un superbe mode d'emploi si vous avez des idées à ne pas suivre. Vos romans posent cette question intemporelle, la fin justifie-t-elle les moyens ? Quel ressort dramaturgique cela permet ? Et qu'est-ce que vous aimez provoquer chez le lecteur en rendant la frontière poreuse entre le bien et le mal ou la justification d'une action ? Alors là, c'est surtout une démonstration. Autant moi, les ressorts psychologiques, je suis assez réservé sur la question. Là, vous avez 50 000 jeux de miroir. Vous avez des gens qui franchissent, pour une cause juste, qui franchissent toutes les limites pour la faire passer. Et vous avez un policier qui, en face, va faire exactement la même chose pour le faire. Donc ça interroge. Ça interroge. Demain, imaginez que pour n'importe quelle cause légitime, je dis n'importe quoi, l'éducation, le désert médical, vous avez des gens qui se mettent à en arriver à la violence. Qu'est-ce qu'on ferait ? Eh bien, ce livre vous démontre que c'est possible. Je l'ai écrit, ce livre, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a préoccupé, que l'on vit tous, alors peut-être un peu moins à l'ODEV, même si j'ai eu quelques échos, c'est pourquoi cette violence ? Mais en quelques années, pourquoi on en est arrivé là ? Dans les écoles, dans les transports, partout, pourquoi ?
Et je montre que de manière idéologique, on peut le faire, c'est-à-dire de manière délibérée. Encore quand c'est gratuit, quand c'est stupide, quand c'est crapuleux, parce qu'on n'a pas de sous, je comprends. Mais quand c'est par idéologie, pour faire passer un message, on est capable de bousiller l'autre. C'est dingue, non ? Dans Légitime démence, 3 personnages se croisent. Nicolas Novak, commissaire à l'IGPN, Daniel Lavaux, spécialiste de l'antiterrorisme, Thierry Barre, un loup solitaire de la police, mais aussi, dans votre précédent ouvrage, Gabriel, dans Lectio Letalis, sont souvent à la marge du groupe principal. J'imagine, alors peut-être à tort, que dans la réalité d'un commissariat, le travail est plutôt collectif. Vos personnages sont-ils pour vous une incarnation d'un groupe d'enquêteurs ou la police est composée que d'enquêteurs individuels, solitaires, qui vont essayer de se débrouiller pour aboutir à la résolution de l'enquête? Alors il y a 2 choses. Il y a d'abord une raison purement technique. Si vous décrivez le fonctionnement de tout un commissariat avec 200 personnages, c'est pas réalisable et on peut pas en faire un livre. Donc il faut toujours isoler le personnage principal, même si moi j'en mets beaucoup. Et ensuite, c'est vrai que c'est un rôle que j'ai moi au quotidien. Je suis un emmerdeur dans mon métier, un empêcheur de tourner à rond. Je suis souvent celui qui va pousser, qui va insister pour que le boulot soit fait. Voilà, c'est un peu mon rôle au quotidien. Je suis un flic pénible, pas seulement avec mes personnels, mais aussi avec ceux des autres, pour que ça avance. Voilà. Donc ce travail d'équipe est porté par un individu. C'est ce que vous décrivez dans une réalité ou comment ça se passe dans un vrai commissariat? Je ne suis pas le seul, mais vous avez des éléments moteurs et c'est intéressant qu'ils soient le plus haut placés dans la hiérarchie pour pouvoir insuffler aux autres, comme vous avez, comme dans toute administration, des points morts, des profiteurs et voilà. Et lorsqu'on décrit l'état de la police, ça ne se traduit pas par des violences, ça se traduit par des gens qui ont perdu le cœur, qui ont perdu le sens à leur travail. Et l'idée, c'est de leur donner encore le goût de faire bien les choses, d'aller traquer le méchant, même s'il ne sera pas sanctionné, parce que c'est notre rôle. Et la hiérarchie que vous décrivez dans cet ouvrage, j'espère que ce n'est pas celui ou celle d'une réalité. Je vais vous dire, dans la réalité, c'est pire. Les chefs de service, quand je candidate quelque part, ne veulent pas de moi, pourtant mon dossier est nickel, parce qu'ils ont peur que je les mette dans mon livre. Oui, il y a de tout, Un contre-pouvoir, l'écriture, ou un exutoire C'est les deux. Au départ, quand j'ai commencé à écrire des livres, c'était vraiment dans la prolongation de conseillers techniques. J'en avais ras-le-bol de voir les mêmes pontifs, les mêmes histoires, et les scooters dans les cités, les barrettes de shit, et les flics alcooliques. Franchement, j'en avais plein le dos, alors que ça recèle de trucs d'une originalité que vous ne soupçonnez pas. D'ailleurs, moi, je les prends, ces trucs-là, toutes ces anecdotes qui sortent de l'ordinaire, je les garde, et puis je les injecte dans mes bouquins. Et puis, de fil en aiguille, le plaisir d'écrire, vous en avez beaucoup parlé avec les confrères, le rencontrer des gens comme vous et tout, c'est quelque chose qui s'est structuré et qui est un pendant du métier. Et je crois même qu'aujourd'hui, je peux supporter mon métier parce que j'ai ça à côté et des gens comme vous tous avec qui partager des choses, avec qui trouver plus de légèreté, avec qui trouver de la gamberge intellectuelle. C'est un vrai équilibre auquel je suis arrivé. Je ne sais pas si à la retraite, je pourrais continuer à écrire des livres. Ce sera un problème. Bon, long métier à vous donc. Quelle anecdote vous pouvez nous donner qui fait écho dans l'ouvrage Légitime démence, qui pourrait titiller en disant voilà, ça reflète aussi un quotidien réel? Je vais vous en donner 2 parce que je suis d'un naturel généreux. 2 qui sont dans le livre. Quand je parle du désarroi des policiers, à un moment, je décris une scène que j'ai vécue. Je vous dirai ni quand ni où par décence. Mais c'est une fois une jeune femme qui s'est fait agresser alors qu'elle faisait son footing, voilà, une agression sexuelle. Dans ce cas-là, je me souviens sur les ondes d'avoir positionné toutes mes équipes pour saturer le parc. Et l'instruction était claire. C'était pas « il faut faire ceci », c'est « je le veux ». Mes hommes savent ce que ça veut dire, ils ne reviennent pas sans. Et ils l'ont trouvé, ils l'ont attrapé. Et là, il y a eu la victime qui est venue avec son mari et qui sont venus nous remercier et nous dire merci, le voir menotter au sol, etc. Je suis sûr que ça va m'aider à me reconstruire, que ça va me faire du bien, etc. Bon, l'agression a été courte, il s'agissait d'une pénétration digitale, mais peu importe, c'était un crime quand même. Et bien le fait est que la personne a pris du sursis et qu'elle habitait à 400 mètres de la victime. Donc ce même couple est revenu et là ils ont tout cassé à l'accueil. Ils ont renversé les présentoirs, et qu'est-ce que vous voulez faire? Les maîtriser, les sanctionner? Là, vous vous retrouvez dans un désarroi.
Et je crois que c'est emblématique du désarroi que je décris dans le livre. Alors, il y a une autre scène qui a inspiré complètement une scène du livre, qui, à mon avis, est l'une des plus belles. C'était dans une cité, alors je ne vous dirai pas laquelle, je ne vous dirai pas où aussi, où on avait un règlement de compte entre des dealers, et l'un des dealers avait mis dans la voiture de son concurrent un serpent vivant. Et alors il a fallu arriver avec les pompiers, avec des effectifs. Moi je ne suis pas formé à ce genre de truc. Il a fallu extraire la personne sans qu'il se fasse mordre. Je ne savais pas du tout comment manipuler cette bestiole. Enfin, on s'est débrouillé. Alors, faire sortir la personne, ça a été facile. Par contre, après, il a fallu retrouver la bestiole à l'intérieur. Donc, il a fallu, sur la voie publique, désosser la voiture. Et ça, c'est des souvenirs. Voilà, évidemment, je m'en sers pour faire des livres. D'où les serpents dans Légitime Démence. Absolument. Et sur ce point-là, Thierry Chaudière, alors, vous voyez, quand je dis qu'il faut d'abord faire un voyage avant de le partager avec les autres, c'est quelqu'un qui m'a complètement... D'ailleurs, il m'a inspiré, le personnage qui utilise des serpents, je crois qu'il s'appelle Antoine Chamron. C'est exactement ça. Lui, il est complètement fou de serpents. Il serait incapable de vivre sans les voir. Il vous démontre complètement la peur que vous avez des serpents. Ça nous vient de la Bible. Ailleurs, ils sont vénérés dans d'autres pays du monde. Et c'est quelqu'un, vous allez le voir, il est en train de s'occuper de ses reptiles. Il prend un caïman comme ça, il vous le pose sur les bras. Il dit « Tiens-moi ça, s'il te plaît. » Voilà. Vous voyez la bestiole comme ça. On avait une interview à faire tous les deux. Je crois que c'était pour Sud-Ouest. Et là, vous êtes un porte-manteau et il vous met 3 pitons royaux dessus. Et il vous dit gentiment « Laurent, ne t'inquiète pas. Du moment que tu ne les tombes pas, ils ne te feront pas de mal. Ils ont mangé. » C'est une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire. Et il m'a dit, c'est aussi affectueux qu'un chat. Mais quand vous voyez une bestiole comme ça, qui a la tête comme le poing, et qui remonte avec sa langue comme ça, vous avez le réflexe, un peu idiot, je vous l'accorde, de lui caresser la tête. Je l'ai eu. Que vous en avez un autre qui passe sous la veste. Et qui ronronne. Et vous êtes content que la photographe du journal prenne les photos, et tout d'un coup, elle vous regarde et elle dit, il faut pas assez de lumière, il faut aller dehors. Alors, marcher avec 3 pitons, dont un enroulé sur la jambe, je peux vous dire, c'est spécial. Mais c'est ce qu'on a fait, et il a eu, c'est devenu un copain, je peux me permettre, il a eu après la cruauté de me dire, maintenant Laurent, je vais t'en montrer un qui n'a pas mangé. Et il lui a mis un lapin dans le vivarium. Et bien je me suis dit, plus jamais tu me mets ça sur le dos, quoi. Voilà. Mais ça fait partie des aléas, voilà. Merci de cette anecdote. Donc promenez-vous avec un lapin en cas de présence de serpent. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une solution intéressante. Il revient souvent dans vos romans la remarque des juges qui prendraient parti pour les délinquants. Quelle est la relation réelle dans une enquête entre le commissaire et les magistrats ? Est-ce que vous travaillez vraiment ensemble ? Alors, ce n'est pas vraiment le commissaire qui a un lien avec le magistrat, c'est le directeur d'enquête, c'est-à-dire un officier de police judiciaire qui n'est pas forcément un officier, qui n'est pas forcément une hiérarchie. Voilà. Alors maintenant, je ne vais pas me lancer, surtout pas par quelque chose qui va passer à la radio à dire du mal des juges. Je dirais qu'ils ont leurs difficultés comme tout fonctionnaire de ce pays. Les policiers estiment que la réparation n'est pas forcément à la hauteur du travail effectué. Vous l'avez évoqué avec l'exemple que vous avez donné. Dans vos romans, comme la plupart des romans policiers d'ailleurs, l'enquête marque la fin. Le criminel est arrêté, il est mort ou dans la réalité, l'enquête n'est qu'une étape avant un jugement. Cette seconde partie est moins drôle pour un roman, mais dans la réalité, cela n'est-il pas aussi une source de frustration dans la résolution de l'enquête ? Ou comment s'arrête votre métier et comment commence celui d'un autre ? Il y a 2 choses. Déjà, si vous racontez un procès, moi je trouve ça chiant comme les pierres. Aujourd'hui, un procès d'assises, j'y ai assisté évidemment. Vous allez voir 17 spécialistes, psychologues et psychiatres qui vont se poser la question si quand il a appuyé sur la détente, il avait vraiment envie de vouloir tuer la personne dont il visait le cœur. En gros, c'est ça. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas envie de partager ça avec le lecteur. Ensuite, ce que je voulais montrer, c'est mon quotidien à moi de policier. C'est-à-dire qu'une enquête, elle est finie, vous en avez déjà 3 autres en retard et vous recommencez et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne s'arrête jamais. Donc, dans un roman, jusqu'où c'est réellement inspiré de la réalité ou au contraire c'est édulcoré parce que dans un roman qui fait un paquet de pages, il n'y a réellement qu'une seule enquête, même s'il y a beaucoup de cheminements qui viennent se greffer autour. Est-ce que dans une réalité, une enquête est aussi complexe ou le fait d'enchaîner, ça se réduit ? Moi, les enquêtes, elles sont complexes, mais vous remarquerez qu'elles ne dépassent pas 15 jours ou 48 heures ou 3 jours.
Moi, les enquêtes, ou concrètement, parce que, allez, on va le dire, aujourd'hui, c'est quoi l'investigation ? Moi, pourtant, j'ai pas un âge canonique, mais quand j'ai commencé il y a 25 ans, il y avait des enquêteurs qui se couchaient à la place du cadavre pour pouvoir percevoir ou sentir un indice. Imaginez le truc. Moi, ça, je les ai eus, ces gens-là, qui m'ont. Voilà. Aujourd'hui, ça va être l'ADN, les écoutes téléphoniques, ça va être les réseaux sociaux, ça va être tout ça, avec des spécialistes qui vont vous envoyer des comptes rendus et vous allez faire la synthèse. C'est beaucoup moins excitant que ça n'était avant. Voilà. Donc moi, c'est rigolo parce que j'en parlais avec le réalisateur Olivier Marchal. Aujourd'hui, les postes d'enquête au sens où on l'aperçoit les plus instinctifs, les plus terrains, où vous allez vraiment dans la rue, entre guillemets, c'est les postes des baqueux et des gens de voie publique. En l'occurrence, les gens que je commande. Donc c'est eux qui enquêtent et vous, non. Ça dépend du niveau de l'enquête. Voilà. Et donc cette perception de la réalité, il y a aussi dans ce livre, dans vos précédents, quelque chose qui va au-delà de la réalité, puisque l'enquête elle est vraiment portée par un commandant, un commissaire, un enquêteur unique qui se fait seconder souvent, mais c'est vraiment ce personnage unique et la complexité que vous évoquez où l'enquête diligentée n'est pas forcément menée par ce que vous disiez, pas forcément un gradé qui est au plus près de l'enquête. Même si dans celui-là, parce que vous partez déjà d'une enquête d'un policier qui s'attaque à des écoterroristes, donc vous avez et la DGSI, le policier initial qui vient d'un commissariat lambda, vous avez déjà pas mal de services qui se font la guerre dans ce livre. Hein. L'IGPN au milieu. Et puis une hiérarchie qui a l'air fantastique. Là, vraiment, j'ai trouvé intéressante et qui mettent soit les bâtons dans les roues, soit la mauvaise personne pour enquêter. C'est pas mal. C'est vrai, ça. Il y a des dossiers qui sont plus poussés que d'autres. Vous dites que votre personnage, Daniel Lavaux, que vous avez déjà évoqué, membre du décrié Centre français de recherche sur le renseignement, a écrit de nombreux ouvrages, dont une trilogie intitulée « Légitime démence ». Est-ce un indice pour vos nouveaux projets, pour que nous retrouvions une nouvelle enquête de Nicolas Novak avec Daniel Lavaux ? Non, je reprends jamais mes personnages, sauf dans les deux premiers, Ne regarde pas l'ombre et Lectio Letalis, où il y a le personnage de Gabriel Barias, que je reprendrai peut-être plus tard. Mais sinon, non, le prochain n'aura rien à voir avec ces gens-là. Alors moi, c'est un truc, quand un bouquin m'apparaît, moi, c'est comme un champignon. Franchement, le travail de planification, j'en ai pas, je l'explique pas. Le titre aussi, jamais aucun éditeur n'a contesté les titres que je lui ai dit, voilà, je vais faire ça. Et j'aime bien que le titre trouve une explication. Enfin, le titre, vous le trouverez dans le livre, quoi. Voilà, il sera cité à un moment ou à un autre dans le livre. Voilà, et avec une fausse piste et un faux indice, puisque c'était une trilogie. Je suis très déçu. Merci Laurent Philippari pour vos réponses. Merci aussi à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour les prises de vue, le montage et la mise en ligne des rencontres que vous pouvez retrouver sur notre site internet un.trait.fr. Merci.